Aujourd'hui, il est temps d'agir. C'est le thème du forum. Il n'y aura pas de « il est temps d'agir 2 ». Il y aura un « qu'est-ce qu'on a fait ?» Et pour pouvoir l'an prochain se dire tous ensemble « qu'est-ce qu'on a fait ?» il faut pouvoir aussi avoir un plan, construire des stratégies. Et il y a d'autres territoires qui l'ont fait. Il y a des visions qui peuvent être croisées à cette table ronde et que nous pensions intéressantes d'être partagées cet après-midi. J'essaye de continuer, mais il n'y a toujours pas de présentation. Sarah, est-ce que tu peux... On va commencer par Sarah Bourgois, donc, qui est membre de Nordcrea et qui va nous présenter le scénario de la Fondation Ellen MacArthur, aussi rapidement, et aussi l'expérience des Pays-Bas, où ils ont aussi essayé de construire un scénario sur leur territoire. Merci Sarah. Bonjour à tous, je suis Sarah Bourgois, la fondatrice de Refam Market, une start-up lilloise spécialisée dans l'édition et la distribution de produits recyclés. Et donc j'ai l'immense honneur de vous faire une restitution du scénario de la Fondation Ellen MacArthur sur le principe de l'économie circulaire. Tu peux enchaîner, on va attendre ta présentation. Voilà. Est-ce que tu peux commencer la présentation sans la présentation ? Oui, alors... Je vais relier mon expérience professionnelle et mon implication chez Nordcrea à finalement cette étude qui a été faite en 2015 et qui propose une nouvelle économie du textile. Donc redéfinir l'avenir de la mode. Personnellement, je l'ai découverte sur le World Forum et j'ai essayé dans la construction de ma société de l'appliquer à tous les stades de développement des produits, de la marque et du schéma de fabrication. Donc je vais vous en parler un peu plus. Donc pour resituer la fondation, elle a été fondée en 2010 par Ellen MacArthur, la navigatrice, sur un constat simple: en mer, tout est compté. Et sur terre aussi. On est sur une terre avec des ressources dites finies et il faut donc réfléchir à l'optimisation, à la meilleure manière de les utiliser ou de les réutiliser. Alors ça n'a pas été simple pour elle parce que la fondation a été créée officiellement en 2010, mais il a fallu déplacer des montagnes puisqu'elle a créé les premières relations avec l'industrie en 2009. Il a fallu 1 an pour réussir à réunir les fonds et construire l'objectif qui est de placer l'économie circulaire au cœur même des priorités des dirigeants, d'entreprises, des gouvernances, à travers 3 objectifs: stimuler l'innovation circulaire, bien sûr, anticiper le futur via l'enseignement, donc ça veut dire intégrer des plateformes de formation accessibles pour des écoles dans le monde entier, et surtout communiquer à travers des recherches, à travers des analyses pointues sur le potentiel économique de l'économie circulaire. C'est une source de rentabilité. On le voit souvent comme un poids, c'est une source de richesse. Alors, je trouvais intéressant de faire passer ce message. Ici, dans la salle, on a plusieurs profils. On a des jeunes étudiants, on a des chercheurs, des enseignants, on a des industriels, on a des start-upers, on a des ONG. Et donc, tout ce que vous êtes ici, dans cet amphithéâtre, à votre manière, avez chacun d'entre vous la possibilité de changer les choses. Et ce que disait Ellen MacArthur en créant sa fondation, c'est: nous avons besoin de toute l'industrie de la mode. Et même, on a besoin de tout l'écosystème pour changer les choses. Donc son travail, ça a été de mettre en relation les industriels, les chercheurs, les ONG, les instituts de recherche, les enseignants-chercheurs, dans un objectif qui est celui de créer une nouvelle richesse. On a parlé hier toute la journée, alors certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu, sur le schéma linéaire qui est aujourd'hui le schéma de fabrication et de consommation actuel, qui est bien sûr source de pollution et source de gaspillage. Je trouvais intéressant de rappeler quelques chiffres liés à celui au marché de la mode. Aujourd'hui, sur les 53 millions de tonnes de produits textiles fabriqués, 97% sont issus de matériaux neufs, vierges, qu'ils soient plastiques, qu'ils soient issus du coton, qu'ils soient issus de biomatériaux. Ce sont des produits neufs. Seulement 3% sont issus des matériaux recyclés.
2% issus de matériaux d'autres industries, donc du plastique recyclé de l'industrie, et 1% seulement issus du recyclage textile. Voilà, donc sur 100%, 1% est remis dans le circuit. C'est un chiffre sur lequel j'ai envie d'insister parce que quand on voit la richesse des matériaux qui disparaît sur chaque année, soit parce qu'elle est brûlée, soit parce qu'elle est enfouie, soit parce qu'elle est tout simplement diffusée dans la nature. On a ce chiffre aussi des 800 millions de tonnes de plastique déversées en mer chaque année, liées soit à la fabrication, soit aussi à la consommation. Donc, quand on nettoie, on lave ses vêtements, eh bien, il y a une diffusion qui repart dans le cycle naturel. Donc ce constat-là, il est important de l'avoir en tête pour comprendre pourquoi il est important d'agir chacun à notre niveau. Alors il n'y a pas que même si notre motivation, en tout cas la mienne, c'est l'impact environnemental, il n'y a pas que l'impact environnemental qui compte. Il y a aussi le fait que maintenir ce modèle de production actuel, c'est un risque majeur un risque économique majeur. Aujourd'hui, on le voit, les bénéfices du marché de la mode sont en baisse. On prévoit jusqu'à 45 milliards d'euros de baisse de chiffre d'affaires sur le secteur d'ici 2030, ce qui est énorme parce qu'il faut repenser le modèle. Alors même que de nouveaux marchés sont émergents, je pense au marché chinois, au marché asiatique, au marché sud-américain, qui sont sur une forte demande, mais qui nous mettent face à des limites. Un, l'accès à l'eau. Aujourd'hui, c'est un risque élevé de perturbation du marché. Et c'est également le cas pour la partie des terres agricoles qui crée des tensions sur l'exploitation des biomatériaux et également pour l'objectif du bilan carbone mondial de rester sur un 2% d'ici les 10 prochaines années. Alors, qu'est-ce qu'un modèle aligné sur les principes de l'économie circulaire? C'est concevoir et fabriquer des produits de haute qualité. C'est deux, réussir à capter toute la valeur d'un vêtement, de son utilisation, mais aussi tout ce qui est susceptible de produire aussi en usage, pas seulement en achat, en utilisation autre. Utiliser les énergies renouvelables dans le schéma de fabrication. Également, parler d'un coût réel au client. Le coût du produit implique aussi un coût sociétal et un coût environnemental. Régénérer les systèmes naturels, investir dans la régénération des systèmes abîmés et surtout créer un système de cascade, c'est-à-dire que l'entreprise, un gouvernement, un pays, une entreprise peut créer de la richesse également en emmenant avec elle d'autres secteurs. À titre d'exemple, je suis fabricant, je peux emmener avec moi sur ce modèle mon fournisseur, je peux emmener avec moi d'autres marques qui vont elles aussi apporter leur savoir-faire, leurs innovations et leur créativité. Alors les avantages, ils sont économiques et environnementaux. Il y a des nouveaux profits qui peuvent être imaginés autour de services, l'abonnement mensuel, annuel, la location courte ou longue durée, l'individualisation. Donc on va pouvoir proposer des services de personnalisation à nos clients via le numérique notamment, des garanties de maintenance, proposer au client un suivi de son produit autour du nettoyage, autour de la réparation, autour de la restauration, de la personnalisation, je l'ai déjà dit précédemment. Il y a également cette puissance de l'innovation. Le recyclage permet de proposer des nouveaux matériaux, des nouveaux procédés d'usage et de consommation, et également les rebonds sur les autres secteurs. On peut emmener avec soi d'autres secteurs que le secteur textile. Je pense au secteur de l'emballage notamment. Enfin, les intérêts environnementaux. Retravailler ce système, ça veut dire 44% d'effets gaz à effet de serre en moins si on arrive à fonctionner en boucle fermée. C'est aussi augmenter la productivité des sols
et des hommes qui sont sans doute beaucoup plus motivés avec, avec un sens comme celui-là dans la façon de produire. Alors, quel levier pour réussir à produire de manière circulaire? Il faut déjà aligner dès le départ à la fois la conception du vêtement et son recyclage. Je pense recyclage au moment où je conçois, j'imagine le vêtement. Il faut rendre la durabilité intéressante, attirante pour le consommateur, qui aujourd'hui, et les étudiants l'ont très bien expliqué, a enfermé l'éthique dans des clichés. Donc ça passe par différents leviers. Et c'est également, et ce qui est pas des moindres à faire, créer un système de collecte des vêtements au niveau des particuliers, des industriels, qui soit fiable et efficace. Alors, un exemple pour pouvoir présenter l'application concrète de ce scénario de la Fondation Ellen MacArthur. Aux Pays-Bas, les Pays-Bas se sont fixés comme objectif de devenir le pays leader sur le textile issu de l'économie circulaire, donc sur le textile recyclé. Ils ont commencé en 2015 à la suite de cette étude et ils se sont fixés un objectif de 100% de produits textiles recyclés à l'horizon 2050. Alors, ils se sont appuyés bien sûr sur un terreau fertile. Ils maîtrisent déjà des techniques organisationnelles de tri, de collecte, mais aussi d'innovation technique. Et ça passe aussi sur les innovations sociétales, le rapport aux clients, aux consommateurs, une expertise en termes de design et surtout, ce que je disais précédemment, un système logistique de collecte et de tri avancé. Ils ont investi à titre privé et public énormément d'argent dans la conception circulaire. Comment concevoir, avec quelle technique, quel système, quelle technologie. Et ça passe également par le numérique. Les chaînes d'approvisionnement, le relais entre les différents acteurs. Les différentes façons de recycler. Il y a du recyclage mécanique et chimique. On investit pour pouvoir être plus performant sur chacune d'entre elles. Et bien sûr, les nouveaux business models, on fabrique, on loue, on vend, on revend, on prête. Tout est à imaginer et à réinventer. L'objectif final, c'est de valoriser le recyclage. Que le recyclage ne soit pas vu sur la version déchets, mais sur la version ressources. Et pour finir, ce petit schéma qui vous présente très clairement donc leur roadmap de 2015 à 2050 vers un objectif à 100% et finalement le gain temps, produit et créativité d'un système circulaire dans le textile. Merci. Merci beaucoup. Donc je vais y arriver. Merci Sarah pour cette présentation. Donc là on était à l'échelle internationale et tu as fait un focus sur les Pays-Bas qui font partie du programme CIRCE puisque Peter Koper de Modint fait partie des acteurs du programme CIRCE qui va nous être présenté tout à l'heure. Mais on va s'arrêter sur la France avec un des acteurs, je dirais, importants à la fois de la filière lin, mais aussi de cette mobilisation des entreprises et des industriels du textile français autour de scénarios et de visions d'avenir. Donc, OR3ILAB, pardon, j'y suis arrivée. Vous travaillez sur cette question et tu nous as fait la gentillesse en tant que local de l'étape de relayer finalement aussi ce travail qui peut nous inspirer dans notre volonté d'agir sur notre territoire. Alors, on a toujours un... Alors, à 21h02, Olivier m'a envoyé sa présentation. Donc, je ne suis pas tout à fait coupable de ce bug technique. Mais il va y arriver parfaitement. Non, on va y aller avant de lancer la vidéo. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, désolé parce qu'il y a des choses que je vais vous redire. Que par exemple, le lin, dans tout, on n'a pas besoin de le recycler parce qu'il est déjà recyclable. Donc moi, je suis forcément avant tout l'ambassadeur du lin qui pousse dans le Nord, celui qui est filé en Europe, tissé dans le Nord et qui n'a pas besoin de recyclable. Donc j'avoue que j'ai un peu de mal, je vais être un petit peu légèrement polémique avec nos amis de l'Or Bleu qui met en avant le coton bio, vous savez ce que j'en pense.
coton bio qui détruit les sols, qui consomme un paquet d'eau incroyable, qui fait travailler des gamins de 8 ans. J'ai un peu de mal avec ça et j'ai un peu de mal qu'on mette ça en avant dans la mode éthique et durable. Voilà, le lin, il pousse à côté et pas la peine d'aller le chercher en Inde non plus pour faire des tissus qu'on peut teindre naturellement. En revanche, bravo sur la teinture végétale. Ça, c'était juste pour commencer avec plein de bienveillance et d'amour, je vous rassure. Voilà, la deuxième chose en clair, 3 syllabes pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire j'imagine la plus grande partie de toute l'Assemblée. C'est une structure qui est agile, qui est une structure d'entrepreneurs pour des entrepreneurs et qui a une gouvernance très informelle, mais qui fait plein de choses assez extraordinaires avec très peu de moyens. Donc ça veut dire qu'on coûte très peu à vos impôts. C'est dirigé par Elisabeth Ducoté de l'entreprise familiale Tuan, qui est une formidable ETI, et Nelly Rodi, que je ne présente plus ici, particulièrement ici. Et depuis plusieurs années, on a fait ça de manière, encore une fois, complètement informelle. On a fait des voyages au MIT, on est allé dans des centres de recherche un peu partout en Europe, et on essaye à chaque fois de mettre le pied à l'étrier à des structures improbables, à des gens qui, de manière improbable, moi si on m'avait dit... PME, start-up de 1835 dans le Lin, avec les bâtiments d'origine un peu poussiéreux, que j'allais me retrouver dans une formation au MIT, j'aurais rigolé, j'aurais dit c'est pas la peine de se foutre de moi. Mais voilà, tout arrive. Et aujourd'hui, le Airtrasilab avait commencé, pas aujourd'hui, donc il y a quelques années, on avait commencé à réfléchir sur les scénarios 2020. C'était en 2010. On avait fait les scénarios 2020 et qui avaient été une belle réussite, et on avait fait travailler toute la chaîne de valeur, toute la filière, depuis l'amont jusqu'aux enseignes. Et là, on a présenté en février à Bercy les scénarios 2030. Scénarios 2030 par rapport à tout ce qui est mode éthique durable, le développement durable, la digitalisation, pas seulement le côté durable, mais le côté aussi digitalisation, numérisation. Que va devenir le consommateur ? En quoi ces attentes vont changer, en quoi ça va impacter nos business models et nos politiques et nos choix pour nos collections et pour l'avenir. Donc je vais juste vous faire, si c'est prêt, juste une petite introduction, 1 minute 30 ça dure. Hein. Et après, je sais qu'il faut aller vite, donc j'essaierai de pas trop parler. Il y a une grosse tendance qui est les digital native vertical brand, donc c'est nous, c'est Cézanne, c'est Tedibert, c'est toutes ces marques qui vont de l'usine jusqu'au client final en passant par Internet, qui font 50, 60, 70, 100%, 90% de leur chiffre d'affaires en ligne. Donc ça, le digital, c'est une grosse tendance de réduire les chaînes de valeur, de passer directement de l'usine au client final, avec forcément un meilleur rapport qualité-prix, une disponibilité produit beaucoup plus rapide, être dans un rapport beaucoup plus concret, plus sympathique, plus court. Les réseaux sociaux et aujourd'hui toute la communication digitale fait qu'au final, c'est le consommateur qui a pris le pouvoir. Mais le consommateur, comme je le disais tout à l'heure, il est maintenant en proie au citoyen lui-même. Et le consommateur et le citoyen, c'est la même personne. Donc le combat, aujourd'hui, il est entre moi et moi. Les DNVB sont clairement des opportunités pour les industriels français, c'est certain. Il faut qu'ils arrivent à prendre le pari sur des jeunes marques qui démarrent. Et effectivement, nous, en 5-6 ans, parfois, on représente 30, 40, 50% du chiffre d'affaires de certains des partenaires avec qui on travaille. Les entreprises françaises ont beaucoup d'atouts pour répondre à ce nouveau monde d'un client plus exigeant, plus citoyen, qui recherche aussi des valeurs. C'est la recherche de ces solutions qu'on voudrait examiner à Bercy. Voilà, le R3 Lab, c'est donc une plateforme d'innovation. Et là, on travaille sur ces scénarios. Alors, je fais un petit peu de pub, parce que c'était juste un avant-goût, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, sachant qu'on fait une restitution en septembre. Ça aura lieu ici, dans ces locaux, avec le R3 Lab, donc, qui viendra faire la restitution, la présentation de tous ces scénarios. Et on fera travailler une dizaine, quinzaine d'industriels, d'entreprises du Nord sur justement leur scénario 2030. Qu'est-ce que ces changements qui ont été évoqués, comment ils les ressentent, comment ça peut impacter leur modèle et comment ils voient l'évolution de leurs consommateurs. Alors, nous, encore une fois, en tant que très vieille société, on n'aurait pas imaginé être concerné par tout ça. Et on a eu 2 grandes mutations. La première, ça a été le digital. On a ouvert notre premier site internet en 2014.
J'en profite, on ne m'a pas dit que je n'avais pas le droit, donc www.lindefrance.com. Si vous voulez du tissu pour les particuliers en lin made in France, c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Et c'est un site, là aussi on s'est lancé, les gens nous disaient mais le tissu ça ne se vendra jamais par Internet. Et ben, on a commencé. Ensuite on a petit à petit, on s'est mis sur les réseaux sociaux. Là aussi, si vous venez chez nous, vous n'allez pas dire ces gens-là, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Non, au départ, c'est pas le premier réflexe qu'on a. Et au début, on a commencé que par Facebook. Ensuite, c'était Twitter. Et puis ensuite, au fil des stagiaires, parce qu'au départ, on le fait que des stagiaires. On peut pas se permettre d'avoir un community manager. Et on avance. Et puis c'est Instagram et c'est Pinterest. Et puis là, on prend des stagiaires, mais un peu plus longtemps. Et là, bientôt, on va avoir quelqu'un presque à plein temps là-dessus. Et là, la dernière stagiaire qui a 21 ans, qui vient me voir, ah, monsieur, ça serait génial, on va faire une chaîne YouTube. Oui, vas-y, n'hésite pas. Et monsieur, je viens de faire un partenariat avec des blogueuses qui font de la déco et vont mettre en avant des rideaux qui sont faits avec nos tissus. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. Donc là, on n'aurait jamais parié là-dessus. Ça change fondamentalement notre business model. En 2008, quand j'ai racheté l'entreprise, on avait 3 clients qui faisaient 80% du chiffre d'affaires avec 3 articles principaux. Aujourd'hui, on a 250 clients. On vendait en 2008 rien en dessous de 500 mètres à la couleur. Aujourd'hui, on vend au mètre. Et on vend sur Internet. Donc vous imaginez que c'est une vraie révolution, que les équipes, il a fallu qu'elles se remettent en cause. Mais aujourd'hui, c'est clair que par rapport à tout ce que vous avez déjà entendu, nous aussi, on voit qu'il faut s'adapter. Et le message, c'est que quel que soit l'âge, la taille, quel que soit le business model ou notre histoire, mais je pense qu'il faut s'adapter. Donc il faut être à l'écoute. Et il faut se dire qu'on a les consommateurs qui, au final, même si on fait du B2B2C ou du B2C en direct, le consommateur évolue. Et ce qui a été une révolution pour moi, c'est que pendant 2 ans, j'ai pris l'option de toutes les questions. Alors, il y en a forcément un dans la salle qui va me dire c'est pas vrai, j'ai envoyé un message une fois et j'ai pas eu de réponse, mais qu'en général, toutes les questions sur nos adresses contact, j'ai répondu personnellement, soit par mail, soit par téléphone. Je peux vous dire qu'en 2 ans, vous voyez l'évolution claire des tendances, l'évolution claire des consommateurs, des questions qui se posent. Et les questions qui se posent, vous voyez aussi qu'elles reviennent et que ça tourne toujours autour des mêmes thèmes. C'est traçabilité. Alors, c'est fait où? C'est fait comment? C'est fait avec quoi? C'est fait par qui? C'est fait avec quelle matière? Et là, on nous demande tout. Il va falloir tout dire. Et nous, le gros changement dans le lin, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est que non seulement le lin, on sait que c'est vertueux, mais tout ce qu'on dit, il va falloir le prouver. On est en train de réfléchir à un système de certification par blockchain depuis l'agriculteur jusqu'aux produits en magasin. Parce qu'à un moment, les consommateurs ne veulent plus qu'on leur raconte des salades. D'où ma petite incursion sur le coton bio et sur le fait que arrêtons de mettre en avant des choses qui font 3 fois le tour de la terre en disant que oui, il y a une étiquette bio, donc c'est génial. Non, c'est pas toujours génial. Soyons un peu lucides là-dessus. Et n'oublions pas aussi une chose, c'est que, et ça ce sont les étudiants qui l'ont dit dans leur groupe, la mode éthique et durable, le nombre de gens qui nous appellent en disant j'ai une idée géniale cette nuit, je vais faire un produit de mode durable, made in France, et puis qui sera traçable et qui sera éthique. C'est super. Mais votre produit, c'est quoi? Ça, je sais pas, on verra, ou alors on va acheter. Voilà, il faut d'abord qu'il y ait un produit qui soit éthique, qui soit durable et qui soit traçable. C'est génial. Mais conditions peut-être, j'espère qu'elle deviendra nécessaire, mais qui est loin d'être suffisante. Voilà, c'est tout. Je pense que je suis dans le timing. C'est bon, j'ai pas trop parlé. Donc... Est-ce que tu peux... donc septembre, le rendez-vous est pris pour ceux qui sont dans la région, pour avoir la restitution avec les équipes du R3 Lab, c'est bon, justement du scénario. Est-ce que tu peux nous donner quand même 2, 3, peut-être les grandes deux changements, lignes, non, voilà, mais les 2 grandes changements. lignes, les changements majeurs, et c'est ce qu'a dit le patron de l'IFM, c'est qu'il y a un vrai dilemme. En France, on est quand même les rois de la schizophrénie déjà en général, mais là on a un dilemme qui est vraiment clair, c'est que vous avez l'acheteur, le consommateur, qui a ses règles, qui a ses envies, qui a ses problèmes budgétaires, et vous avez le citoyen. Et le citoyen, autant, je pense choquer personne en disant qu'il y a 20 ans, tout le monde se foutait de où ça venait, de comment c'était fait ou de l'impact que ça pouvait avoir sur l'environnement. Aujourd'hui, on le sent dans les générations
plus jeunes, mais même de manière de manière sociétale et de manière un peu générale, on sent que c'est une vraie préoccupation. Alors le dilemme et la schizophrénie, elle est que le citoyen, il a envie que ça soit éthique, que ça soit traçable, qu'on ne le trompe pas sur ce qu'il consomme. Quand je dis ce qu'il consomme, bien sûr au niveau textile, mais vous avez bien compris que c'était, on a eu le phénomène sur l'alimentaire, on l'a sur le textile, et on peut le mettre sur l'ensemble des produits, des produits de consommation. On y arrivera. De toute façon, les gens se poseront les mêmes questions et auront les mêmes exigences. Donc ça, c'est vraiment cette schizophrénie qui fait que ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu, mais en tous les cas, c'est un des dilemmes que les marques et que tous les acteurs du textile auront à traiter dans les années à venir. Comment gérer ce consommateur qui est aussi un citoyen, qui a des valeurs, qui a des attentes, et c'est vraiment le grand changement. Et le deuxième impact, là c'est Guillaume Gibault qui l'a dit, le style français, c'est une formidable réussite. Lui, c'est juste un dieu de la com, il a été génial, mais il a des valeurs, il y croit, il s'y tient, et il communique ça très bien. Il essaye de s'y tenir, et il essaye de s'y tenir en étant, là je reprends, je suis désolé, je vais replagier, mais raisonnable et raisonné. Ne soyons pas intégristes, s'il vous plaît, ne soyons pas intégristes. Le consommateur peut aussi comprendre si on lui explique. Ce qui est clair, c'est que le consommateur, parfois, il est perdu dans la jungle de tous les labels, les exigences, les messages qui sont passés à droite et à gauche. Donc, le consommateur, il attend, il n'est pas idiot, donc on peut lui expliquer, mais il ne faut pas être intégriste. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment aussi un élément important. Et le troisième élément, c'est clair, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui n'achètent que sur le net, qu'il y a des marques qui vont être présentes que sur le net. Donc l'impact numérique pour tout le marché, à quelque niveau que ce soit, ce sont les trois phénomènes majeurs qu'on essaiera de détailler en septembre. On vous tiendra au courant et oui. venez-y. Oui. Voilà, rendez-vous est pris en septembre pour en savoir plus, mais on va déjà commencer à travailler aussi de notre côté à partir aussi des ressources que nous met à disposition. Juste dernier, le rendez-vous, c'est septembre, et il y a un autre rendez-vous pour le R3 Lab, c'est sur l'intelligence artificielle, pour vous dire qu'on peut travailler à la fois sur la consommation, mais sur des choses aussi qui sont très, très, très en attente. Là aussi, quel que soit le type de structure, l'intelligence artificielle, ça sera un sujet pour demain. Merci beaucoup, Olivier. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et merci d'être fidèle à cet événement. Et donc je disais, on va s'appuyer sur des ressources qui viennent d'autres pays, donc Londres et l'Italie, enfin l'Angleterre et l'Italie. Il y a donc un programme qui va vous être présenté très vite par Florence, qui va faire ça très bien, Florence Magyar du CD2E, qui a un programme de coopération et de travail au niveau européen, qui donne l'opportunité d'accueillir ses partenaires ici. Donc Florence, je te laisse la parole et introduire du coup nos deux invités, Anna Carter et David Bonassi, pour cet après-midi. Merci. Merci à toi. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Florence Magyar et donc je travaille au CD2E. Donc, c'est un cluster qui est engagé dans l'éco-transition en Hauts-de-France. Donc, le projet CIRCE que vous voyez juste ici, c'est un projet Interreg donc, qui a pour but de faire évoluer les politiques européennes sur le long terme. Donc, le CD2E porte ce projet pour montrer ce qui existe autour de l'économie circulaire en région, en Hauts-de-France. Donc, très rapidement, le projet CIRCE, c'est 8 partenaires avec 8 régions et qui se retrouvent à peu près tous les semestres pour échanger autour des bonnes pratiques et surtout pour voir ce qui existe concrètement dans toutes les régions du projet. Donc aujourd'hui, il va y avoir une petite présentation, une proposition d'action pour les Hauts-de-France, donc par Greg Azemar qui travaille au CD2E. Et après, on accueille donc David Bonassi qui est juste ici à côté de moi, qui va vous parler d'actions concrètes autour du textile, de l'économie circulaire en Lombardie. Et pour terminer, il y aura donc une présentation de la campagne Love Not Landfill par Anna Carter qui est juste ici, qui est une campagne de recyclage textile pour les particuliers à Londres, donc un projet très intéressant, elle vous en parlera mieux que moi. Donc c'est d'abord Greg qui va vous parler des Hauts-de-France. Voilà, donc je laisse la parole.
Bonjour à toutes et tous. Alors, Florence a déjà un petit peu parlé du projet Circé. L'objectif, donc il y a deux grands objectifs à ce projet-là. D'abord, de discuter avec des partenaires européens, de partager des bonnes initiatives qu'on a dans chacune de nos régions et de voir comment est-ce qu'on pourrait les intégrer dans les plans d'action et dans les programmes de nos régions. Le deuxième objectif, du coup, c'est de proposer de nouvelles actions qui sont issues de nos réflexions et de pouvoir les intégrer au sein des instruments politiques régionaux. Là, on a choisi un instrument politique qui est assez particulier, qui est le Fonds européen FEDER, donc le programme opérationnel FEDER qui a commencé en 2014, qui finit en 2020, là, et dont un troisième va commencer à partir de 2021 jusqu'en 2027, qui est un fonds plutôt orienté vers la recherche, l'innovation, sur le soutien aux petites et moyennes entreprises et sur tout ce qui va être une transition bas carbone. Il finance aussi plutôt des infrastructures très lourdes plutôt que des campagnes de sensibilisation ou de communication qui restent importantes. Au niveau du secteur du textile, 4 régions partenaires du projet Circé ont choisi de travailler sur cette thématique-là, qui sont donc la région Hauts-de-France, la région Lombardie, la ville de Londres et une région aux Pays-Bas, la région de Gueldre. Et la Catalogne, qui a finalement une 5e, qui a aussi décidé de travailler sur ce sujet-là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par regarder quelles étaient les prochaines intentions de la région Hauts-de-France sur le secteur du textile. Donc, commencer par regarder les résultats des premières réflexions du PRPGD. Et on a vu 2 actions qui ont beaucoup résonné au niveau des partenaires européens, qui étaient de produire forcément des textiles locaux et aussi d'augmenter les taxes écologiques en faveur pour soutenir en fait toutes les petites et moyennes entreprises locales comparées à du textile qui viendrait de grandes industries et de grandes multinationales. Au fil de ces 2 ans, on a du coup discuté et regardé un peu d'autres initiatives européennes et on a commencé à réfléchir à d'autres actions qui pourraient être complémentaires de ce que propose déjà la région. Je vais vous en présenter 2 aujourd'hui. Et la prochaine étape, c'est vraiment de les incorporer aux politiques régionales et de continuer ce partage de connaissances. Alors la première proposition d'action qu'on formule et qu'on va présenter prochainement, c'est implémenter une plateforme numérique multi-acteurs dans l'univers du textile. Alors il y a déjà une très belle carte, une très belle cartographie des acteurs, des points de dépôt et de vente qui existent grâce à EcoTLC. Et donc on a discuté avec ces acteurs-là et en particulier avec la région Italie, pour voir comment on pourrait augmenter l'impact de ce genre d'action. Et on s'est aperçu que finalement ces cartographies, elles étaient très bien, mais elles n'intègrent pas forcément tous les acteurs au même endroit. On a des cartographies qui sont à destination des particuliers, d'autres qui sont à destination des industriels. C'est compréhensible parce que ce n'est pas toujours les mêmes textiles, ni toujours les mêmes volumes, mais on pense qu'il est important de trouver au moins une tierce plateforme qui réunit un peu tout le monde sur ces questions-là et surtout qui permet de créer une réelle communauté d'acteurs. Ce qu'on s'est aperçu en discutant, c'est qu'on a dans plusieurs régions, beaucoup d'outils numériques qui essayent de développer l'économie circulaire. Et en fait, ce qui manque beaucoup, c'est une organisation réelle au-delà de la plateforme numérique. Et que ça, finalement, ça demande de l'argent, ça demande du temps, de l'investissement, et c'est assez souvent oublié. Donc, au niveau des calendriers, on est sur un développement du coup, de cette plateforme ou une continuation des plateformes existantes, et après, l'intégration de ce projet au sein d'une organisation plus régionale. Et on espère aussi intégrer des projets plus innovants qui sont aujourd'hui plus éloignés du quotidien du textile, qui sont en ce moment en train d'être étudiés par un autre projet européen, RETEX. Deuxième proposition d'action qui est un peu dans cette continuité d'intégrer de nouveaux matériaux, ou toucher d'autres secteurs que les secteurs habituels du textile, qui sont le développement de nouveaux produits dans les secteurs du bâtiment et du sport. À travers, on a pu étudier
des projets comme le Métis pour l'isolation du bâtiment ou d'autres fibres dans les sports de glisse ou de raquettes. Donc, des partenaires qui sont impliqués dans cette position, on retrouve encore la région Italie qui fait beaucoup de choses et la région Catalogne en Espagne qui travaille sur ce sujet-là. L'idée de cette proposition d'action, comment on va dire intégrer de nouveaux produits, comment toucher de nouveaux secteurs, on a envie de la poser un peu comme ce qui a été fait tout à l'heure via un concours étudiant entre des universités donc de la région, mais aussi des universités européennes. Donc là, on est en train de développer une action commune avec ces partenaires-là pour faire un concours étudiant sur de l'innovation dans de nouveaux textiles à destination du bâtiment et du sport. Voilà, je vais maintenant passer la main à David qui va nous parler et après à Anna qui vont nous parler de 2 expériences qu'on a pu visiter avec le projet Circe. Merci. Merci. Bonjour, good afternoon. Juste du coup, pour ceux qui ont pris il y a une traduction qui est faite pour toutes les personnes qui veulent écouter. Il y a une traduction en français. Il reste des casques à l'entrée. Voilà, comme ça, vous pouvez écouter et tout bien comprendre les 2 prochaines présentations qui vont être faites. N'hésitez pas à descendre et je vais vous donner des casques s'il le faut. Voilà, merci beaucoup. Thanks, Florence. Bonjour, good afternoon. First of all, let me say thank you to the organizer of this event, Nordcrea, for inviting me. I'm proud to be here with you today, participating in the 2nd edition of Fashion Green Days on the behalf of my company, CSC, Centro Servizi Impresa, and doing my best in presenting the hosiery industrial cluster of Castel Goffredo that is located in Italy. In just a few minutes, I'll try to share with you some information related to the topic of this forum. I hope you will find useful what I'm saying. CSI is a Centro Servizi Impresa, is a privately owned consortium with up to 30 years of experience in supporting the hosiery manufacturers, mostly located based in Castel Goffredo in north of Italy. Founded in 1990, CSI has developed its own formula to help to support company growth through quality and innovation projects. We specialize in 4 main areas: testing products, training courses, fashion trend forecasting, and market strategy. We are a certified laboratory. We are a recognized training center. We work with one of the best fashion forecast specialists. We gather and analyze the data relevant to our industry. We are proudly member of AFIL, Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia. AFIL is the Lombardy cluster for the advanced manufacturing, one of the specialization area identified by Lombardy region in its S3 strategy, Smart Specialization Strategy. For our company, it is relevant being part of AFIL because we are inside a community of innovators. So we are inside a community of innovators which can influence regional and national industrial policies. We participate in the construction of high-level projects about innovative manufacturing technologies at regional, national, and European level. Will be a main character in the creation and development of new value chain in Europe, and will assess a wide network in order to exchange knowledge, research, and commercial opportunity, and European and national initiative.
Thanks to AFIL, we have the chance to be part of the and remanufacturing working table. The and remanufacturing is defined as a set of technology, tools, and knowledge-based methods to recover, use, and upgrade function and materials from industrial waste and post-consumer high-tech products under a new manufacturer-centric circular economy perspective. A de- and remanufacturing system includes a set of resources, human and technological, organization, IT infrastructure and associated business model to enable product to de- and remanufacturing. We contributed to circular economy from theory to practice book. Quoting one of our latest research projects, in brief, it can be summarized as follows. Avoiding waste is the first step towards energy efficiency. Often the attention is focused on the energy consumption of the single equipment used in the production process, and no measure on the management of the process is evaluated on optimization of cycle times, on reduction of setup and standby of the equipment. CSI, Centro Servizi Impresa, has defined a standard procedure and software for simplified energy diagnosis of small and medium enterprises processes throughout all stages of the life cycle of the product, LCA. It intends to spread the software and to promote its use through application example and awareness updating activities to all companies. CSI aims to define the best practice for a more rational use of energy resources with the production processes, thus helping to improve their sustainability. It is also a pleasure for me to introduce to you some information about Centro Cotta and their experience of industrial symbiosis through development of a platform for material exchange, Life MP3 project, and the study of a business service model. Centro Cotta, located in Lombardy, has been founded in 1987 to provide support and services to the textile and clothing supply chain. And to its more than 30 years, knowledge and laboratory tests have been extended to a wide range of materials, covering more and more sector, application, and consumer goods. The Life M3P project, as part of European Commission LIFE program 2014-2020, intends to promote the exchange of waste in industrial districts in a logic of industrial symbiosis through the creation of an online platform based on the registration of characteristics of waste materials and raw materials, output of one project and of one process and input of another. Thanks to the co-financing of the European Union, the project has been possible to develop this instrument, which is actually working, accessible and usable by accessing the website. Finally, it's a pleasure for me to have the chance to thank the Inter-European project CIRSE that have brought me here thanks to his networking. Lombardy, finally, the Italian region I come from, is deeply engaged in promoting and supporting circular economy projects. For instance, is now running a call for tender with a budget of 10 million euros on claim called Fashion Tech, Research and Development Project for Sustainable Fashion. It has been inspired, this call of tender, also by the CIRSE results. In fact, the tender is aimed to supporting innovation in fashion sector according to the principle of sustainability from not only an environmental point of view, but also economic and social point of view throughout project of research and development. Merci beaucoup, and I very appreciate you invite me to give this speech.
Yeah, you can hear me there. I'm just going to stand up to the side so I can see the slides properly. So there's another logo up on here, the ECAP logo. So our project, Love Not Landfill, is part of the ECAP project, which is happening across Europe. Is this going to go? Yeah. Sorry, another circular diagram for you, but this is the garment life cycle. The one with the yellow circle around is Love Not Landfill. That's our part of ECAP. The rest of the projects address the garment life cycle in all different stages. So please do check out the ECAP website for all about design, for longevity, fibre-to-fibre recycling, and other elements. So ECAP came about because of the huge problem we had in Europe. 6.4 million tons of clothing consumed in 2015, which was when the project was conceived, with huge impacts for carbon, water, and waste. So this is why ECAP came about, and we are this one small project that I'll talk to you about now. So Love Not Landfill is about talking to young people in London and asking them to change their behaviour in how they buy, care for, and dispose of clothing. So we want them to mend and repair, to extend the life of clothes, and we have a target of diverting 10 tons of clothing from landfill. We have, in terms of activity, we've done most of it. We've got a few more things happening up to the end of next month. And then we want to try and continue Love Not Landfill under London Waste and Recycling Board when the ECAP project is completed. Okay, so I'll just go a bit further. This was our launch event was in a textile recycling facility where we got some bloggers and general public to come along. They had to bring a bag of clothes to get in, and we styled and pulled out all of the best stuff. Now, this is all clothes that had been put into clothes banks across London. So we pulled out designer items, brand new with labels on. There were some brilliant pieces, and we got everyone styling themselves. And we set it all up so it was really social media friendly, lots of places to take pictures of yourself with brilliant new clothes on. So that was a small launch for Fashion Revolution Week in April last year. Oh. Next one, please. No, one more slide and then the video. Sorry. Okay. So then we started a program with schools, so 16 to 18-year-olds, so in the last stage of their school. And we got them to think about how every time they buy something, whether it's from swiping on a website, up on their phone, or in a shop, that they have an impact on the environment and how that and need to understand how that piece of clothing has been made. So we show them a haul, there's loads of hauls. Everyone knows what a haul is when there's a YouTuber basically talking through hundreds of very cheap items and trying to make people buy them. And then we show them the trailer for a film called River Blue, which is all about the fashion industry polluting rivers around the world. And we get them to make that connection. So then what we do, on the same day we go in for this assembly, we put one of our clothes banks into the school. And then we teach some of the students how to run a communications campaign to get that bank filled up with clothes, whether it's students, staff, parents, anyone who's involved with the school. So they go ahead and do that for a month, and we come back and we pull all the clothes out, we put out the good ones, and those students that have been involved in the assembly get to come along and take away clothes, second-hand, pre-loved clothes. So we hope that the process gets the message across that second-hand can be a good thing and an alternative perhaps to the fast fashion brands they've been used to buying. Okay, so then the video coming next is about these clothes banks that I've just talked about. These went out across London in September last year, and we're still putting them out there, so the video will explain those.
Can we go to the, that's it. So those are the banks that we've put together. These are our best locations at the moment. We just got a bank into Westfield, which is the UK's, or maybe up in Europe, one of the biggest shopping centres, the UK's biggest. Also Ealing Broadway, which is a local shopping centre in another part of London. Topshop Oxford Circus, which is the flagship store there. They've got one of our banks in, and some other great locations. So 3 tons of clothing have been collected so far. I think that might be nearly 4, actually. And we've now got the Westfield Bank in, so we're hoping we're going to get quite close to our 10 tons target quite soon. So the next thing we did, I'm just going through highlights. We did a whole lot more than this, but I've got to be a bit quick. A pop-up shop. This was, again, to get young people in London to understand that second-hand clothes could be just as brilliant and beautiful as new, and could actually be a bit more creative. So we got together 4 bloggers and Instagram influencers, and we partnered them with a charity. Charity shops in the UK are a big deal. They've been around forever, and people get really into second-hand shopping and go to the charity shops. So we sent these influencers into the shops or the warehouses to pull together collections of about 300 pieces of clothing that suited their style. And we picked a lot of very different influencers that represented different styles that represented the young people in London. We put them all together in a shop, along with 2 sellers from an app called Depop, which I don't know if you know of, but a great app for selling online, for selling clothes. So the Depop sellers were there, and these 4 influencers. So we hope we created a shop that was kind of the best second-hand clothes in London, all in one place, open for 4 days in November, and we have a video from that as well. So we're here at Love Not Landfill in Altrincham Murray to look at some clothes, but they're not any clothes. Oh no, these are pre-love clothes, and we're here to try and get people to re-love the pre-love. All the clothes have been picked by some very influential and fashionable social influencers. So let's get digging through the closet. Today is our pop-up with charities that have got collections curated by influencers, and it's all about getting young people in London to think about second-hand instead of new. We have a huge amount of clothing that's being wasted. 300,000 tonnes of clothes go to landfill in the UK every year, and we know that this younger age group is about 17% more likely to put clothes in the bin. So we need to start to talk to them about that and get them to think that if there's clothes already out there, they're great quality, they're beautiful, they're a good price, there's no reason why they shouldn't think about second-hand clothes first. We got together the 4 charities that are here, so we've got Barnardo's, Trade, Oxfam and the Royal Trinity Hospice, and we partnered them with social media influencers that had big followings and were showing some interest in sustainability and thinking about fashion and the environment. So we matched them up, and the influencers went to the shops or the warehouses and just had the best time ever and picked out all their favourite clothes, and that's what is here today. Well, as part of this event, we're trying to really raise awareness on the amount of items that are currently going to landfill. So there's 11 million pieces of clothing that go to landfill every week in the UK, which obviously is awful. And we're trying to get people, especially younger people, to kind of really fall in love with their clothes again, fall in love with existing textiles, and just think about the value of things in a slightly different way. So that's where upcycling comes in, because it's a really super fun way of kind of giving a piece of clothing new life. You know, we're really keen to kind of change people's perceptions of pre-love clothing, but not only that, it's like trying to encourage people to think twice before they just pop into the high street and buy something new. You know, there's so many fab things you can find, and not only are you helping the environment, you're also helping a charity at the same time. So yeah, that's why we're here. We really wanted to get involved and just kind of push that message further. What we do is we launched our own Instagram page a few years ago at Barnardo's Retail, and what we try and do on there is showcase the fab things that we find, just to kind of give people like food for thought, make, you know, the wow factor. We want people to think like, wow, I never would have thought that I, you know, could pick that up.
Not only that, we've got a blog where we've created like a community of like-minded individuals who love, going charity shopping, upcycling, and I think we do a blog every week that is either somebody showing you how you can upcycle or just showing you like a bit of a charity shop haul. So that's kind of how we're trying to engage with a much younger audience. Well, the DJ is in the house and the 90s music is on. The workshop has begun, people are upcycling, and I truly am a convert to reloving the pre-love, and that is the Love Not Landfill way. I'll see you next time on Winkball. Okay, thank you very much. So it was a bit longer than... Oh, thank you. Thank you very much. It was a lot of fun to put that together. It was really good. So just a few stats on it. We had over 2,000 people came over the 4 days. The charities together sold £15,000 worth of clothes, so they did very well financially. And you saw in the video there was a workshop, an upcycling workshop going on. So we had a few of those happening, and over, I think, 45 people came along and got stuck into those. So that was really good. Next slide. Sorry, next slide. Yep. Oh. Just this was a media campaign. It was about behaviour change. So we had to get some stats together on how many people we'd reached. I won't go through the whole lot, but we basically got to over the opportunities to see or hear for over 100 million people through the campaign. That was mostly across social media, but a bit of TV and radio as well. So hopefully it got through to a few young people and made them think a bit differently about what they were doing with clothes. And that's it. Thank you.